Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je tiens avant tout à vous remercier pour votre fidélité les amis. Vous avez été plus de 3200 à nous suivre hier sur le débrief avec Thomas Parle Foot. Un grand merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, vous connaissez la chanson, et puis évidemment la petite cloche aussi pour être averti de la moindre vidéo de cette chaîne. En tout cas, si cette chaîne elle prend de l'ampleur, c'est grâce à vous les amis. La nuit était très compliquée pour beaucoup de supporters lyonnais, je pense que elle l'a été aussi pour vous. En tout cas, personnellement, ça ne passe toujours pas. Voilà, c'est comme ça quand on a un club dans la peau, quand on est un supporter invétéré d'un club depuis tant d'années, on vit un petit peu avec les résultats de ce club et les lundis matins sont forcément compliqués. Moi, je le mets quasiment à la même hauteur que ce lundi matin après la défaite contre Nice. Elle a fait très mal cette défaite contre Nice déjà. Mais la défaite hier 4-1 contre Rennes, elle fait encore plus mal. Elle fait encore plus mal parce que on n'a rien montré du tout. On s'est fait tourner, les amis. On s'est fait tourner. Et moi, je disais que c'était peut-être l'une des pires défaites en 10 ans. En 10 ans. En une décennie. Et je ne mâche pas mes mots. Et je suis très sérieux quand je vous dis ça. Je suis inquiet par rapport à la situation du club à court terme, à moyen terme, évidemment, c'est de l'inquiétude vraiment qui domine. Vous êtes dans la vidéo des 5 choses que nous avons apprises de ce match, de cette humiliation. Disons les choses telles qu'elles sont, cette humiliation. Première chose que nous avons apprise de ce match, c'est que c'est une faillite non seulement collective, mais institutionnelle, les amis. Faillite collective parce que nous n'avons, comme je vous l'ai dit, rien montré pendant ce match. Mais alors rien de rien. Pas une once de pressing, pas une once de révolte, pas une once de maîtrise technique, pas une once d'envie de jouer ensemble, de se battre les uns pour les autres. Ce fameux mal lyonnais depuis des années. Ce fameux dépassement de fonction. Donc, c'est là-dessus que je dirais que vraiment, il y a une faillite collective. C'est que l'équipe n'a pas répondu aux défis physiques, aux défis tactiques, aux défis d'engagement même qu'a donné le Stade Rennais. C'est d'avoir vu nos Lyonnais comme ça se faire tourner de droite à gauche, reculer. Ne faire que reculer jusqu'à son but. C'est exactement ce que voulait faire Bruno Genesio avec le Stade Rennais. Il l'a très bien fait. Et quand vous voyez que le premier tir de l'Olympique Lyonnais est apparu à la 58e minute, c'est très grave. 25 tirs à 6 côté Olympique Lyonnais. Je vous épargne les expected goals. Non, je vais vous les redonner. 3,98 expected goals pour Rennes. 4 buts attendus, ils en ont marqué 4. Hyper réaliste. Nous, si on enlève le penalty, c'est 0,19. 0,19. C'est absolument lunaire. Mais quand on voit ce qu'a produit ou non produit l'Olympique Lyonnais hier, c'est gravissime. Gravissime. Mais il y avait déjà des petites prémices. Parce qu'on a été dominé, je vous le rappelle, contre le Sparta Prague chez eux. Il a fallu un retournement de situation. On a été dominé aussi contre Nice, je suis désolé de le dire. On a été dominé au terme du match. On a été dominé, même en première mi-temps, rappelez-vous. On prend des occasions de la part d'Andy Delors, etc. On prend quelques vagues quand même. On est dominé contre Lens. On est absolument exécrable contre le Sparta Prague à domicile, même si on se qualifie. Donc, il y avait des prémices de tout ça, mais on ne s'imaginait pas, et Peter Bosz ne s'imaginait pas, il disait qu'on allait avoir un beau match entre deux équipes qui étaient très fortes en ce moment. Bah, finalement, oui, on a vu un beau match, mais dans un sens.
Parce que la maîtrise de Rennes, elle est énorme sur ce match. Évidemment que cette faillite, elle est collective. Elle est collective parce que y a un entraîneur, ok, mais il y a les joueurs aussi qui sont sur le terrain. Et de proposer ce qu'ils ont fait hier soir, mais on a du mal à s'imaginer comment c'est possible. On pensait déjà avoir vu cet Olympique lyonnais-là. On pensait les avoir vus, ces attitudes. On pensait les avoir un petit peu gommés. L'arrivée de Peter Bosz allait dans ce sens. On avait pointé du doigt ce qui n'allait pas. Mais on se retrouve aujourd'hui dans le même marasme. J'ai dit une faillite collective, mais je parle aussi de faillite institutionnelle. Ça part très très haut. On en a parlé hier un petit peu dans le débrief. Jean-Michel Aulas, il a construit un super club. On ne va pas se mentir, il a fait des très belles choses, le stade, etc., etc. Mais on est en droit de se demander aujourd'hui si ce n'est pas le tour de trop. On peut aussi penser à Juninho. Juninho, il a grillé pas mal de jokers. Son dernier joker, c'est Peter Bosz. Parce qu'il a décidé de l'entraîneur, il a décidé du mercato à 90%. Donc, l'échec de l'Olympique lyonnais, cette faillite que nous avons vue collective, elle est aussi institutionnelle. Elle est pour Jean-Michel Aulas, elle est pour Juninho, elle est pour Vincent Ponceau, qui est le directeur du football, je le rappelle. Donc, il y a deux choses vraiment distinctes, collectif, institutionnel, et tout est mêlé. On a l'impression vraiment qu'en changeant les hommes, qu'en changeant les joueurs, on a toujours les mêmes choses qui reviennent. Juninho, il fait des constats. On n'a pas envie de défendre ensemble. On n'a pas envie de se faire mal. Les joueurs doivent assumer. Même ma mère, si je la mets sur le terrain, elle fait mieux, etc. Ok, tes constats, ça fait 3 ans et demi que tu les dresses. Que tu essayes de faire changer les choses et qu'il ne se passe rien. À un moment donné, tu es le responsable. Tu es aussi le responsable. Je pense qu'il faut encore voir plus haut les choses. Plus haut. Il y a un problème, évidemment. Moi, j'écoutais hier Raymond Domenech sur le débrief de l'équipe 21. Il disait, c'est un problème structurel. Il y a quelque chose dans la structure du club qui fait que tu as des joueurs qui arrivent, qui sont des joueurs qui sont des bons joueurs. Tu as des joueurs qui partent et qui deviennent ensuite des bons joueurs ailleurs. On peut parler de Maxwell Cornet récemment. On peut parler d'Andersen aussi, avec Crystal Palace. Il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci. Il faut absolument faire un audit interne. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais clairement, les problèmes sont pointés du doigt et il va falloir les régler. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, de cette humiliation, encore une fois, c'est que Peter Bosz, il est coupable. Il a voulu changer de tactique. Mettre un 4-3-3. On est l'une des pires équipes de Ligue 1 à l'extérieur. On est 19e, je crois, en termes d'expected points. On est parmi les pires équipes de Ligue 1 à l'extérieur. Et Peter Bosz, il essaye de trouver des solutions. Et notamment, il voulait s'adapter plus ou moins à ce qu'allait faire le Stade Rennais. Beaucoup de supporters ont dit non, mais cette composition d'équipe, elle est complètement affreuse. Tu mets Paqueta en pointe une nouvelle fois, alors que tu en as besoin dans le cœur du jeu. Tu mets ce fantôme de Thiago Mendes au milieu du terrain, alors qu'on sait que le type, ça fait des lustres, c'est comme ça. C'est plutôt comme ça que comme ça, d'ailleurs, Thiago Mendes. Mais quand même, tu le titularises. Mais c'était aussi le cas sous Rudy Garcia. Il nous le mettait de temps en temps, on ne comprenait pas pourquoi. Il était titularisé. Bref. Je crois que il est temps d'ouvrir réellement ce dossier Peter Bosz. Moi, je vous avais fait une vidéo. Après la défaite contre Nice, j'ai déjà dit un air de déjà-vu, premier avertissement pour Peter Bosz. J'avais regardé ce qu'il avait fait du côté de l'Allemagne avec Dortmund et Leverkusen. Et là, on est en train, typiquement, de refaire le même scénario à Lyon avec Peter Bosz. Et ça s'était très très mal fini au Bayer Leverkusen avec une série de défaites
abominable. Parce que Peter Bosz, il est dogmatique. Je vous disais, Peter Bosz, il est dogmatique. C'est quelqu'un qui, on le sait, du côté de l'Allemagne, est resté dans ses principes, c'est-à-dire la possession à outrance. Il n'a jamais réellement changé de position concernant sa tactique. Il a toujours eu cette espèce d'esprit obtus. Et ça, Rudi Völler lui en a tenu rigueur, le directeur sportif de Leverkusen. C'est un entraîneur qui a certes des principes de jeu très forts, c'est clair. Mais aujourd'hui, sur ce qu'on voit, il a une mauvaise lecture des matchs. Mais c'est de sa faute à lui, mais c'est de la faute aussi de son staff, de tout son staff. Et j'intègre aussi Claudio Cassapa dedans, les analyses vidéo. J'ai l'impression que le travail d'analyse des adversaires est mal fait. On le voit aujourd'hui, il n'y a pas de réactivité. On sait qu'en plus, dans les tribunes, en haut, il y a Juninho, il y a Rob Mas, un de ses adjoints, qui sont en train de mettre des analyses vidéo, qui regardent en temps réel ce qui se passe. Et pourtant, il n'y a aucun ajustement pendant les matchs. Les remplacements sont très faibles. Alors bien sûr, sur le banc, je veux bien être d'accord pour le fait qu'il n'a pas grand-chose, ou selon lui, il n'y a pas grand-chose, mais quand même, d'en arriver à ne pas savoir quoi faire, quoi changer, faire des changements trop tard. Shaqiri, là, on voit qu'il n'est même pas rentré hier. Même pas rentré hier. Alors, bien sûr, c'est pas un foot de guerre depuis le début de la saison, mais quand même, tu te prives peut-être de quelque chose aussi. Il aurait passé une soufflante à son équipe dans les vestiaires, mais ça n'a eu aucun effet. Aucun effet. Les joueurs ne se sont même pas révoltés. Il n'y a rien eu du tout. Au contraire, on a encaissé un but quasiment au retour des vestiaires. Donc, je veux bien que Jean-Michel Aulas il nous raconte des sornettes en nous disant que, et c'est la première fois qu'il voit que les joueurs applaudissent des conférences d'avant-match, ou des causeries, c'est comme ça qu'on appelle. Mais quand même, il y a une démagogie terrible. Il y a un déni. Et comme je l'avais dit aussi, quand Rudy Garcia avait fait sa sortie dans le journal de l'équipe, il y a une sorte de mensonge. Il y a une sorte de mensonge. On nous ment réellement sur ce qui se passe à l'intérieur du groupe. Et j'y reviendrai un petit peu après. Jean-Michel Aulas, on l'a vu tweeter la semaine dernière, My Dream, je vais gagner l'Europa League, etc. Parce qu'on s'était qualifié contre le Sparta Prague, les amis. Parce qu'on s'était qualifié alors qu'on a eu des difficultés monstres. Arrêtons un peu. Soyons humbles, ce que nous ne sommes toujours pas. Et si nous ne sommes pas humbles, c'est parce que peut-être que au-dessus, Jean-Michel Aulas, Juninho, etc., ne le sont pas non plus. Et c'est à Peter Bosz aussi de faire preuve d'humilité, de faire preuve de remise en question. Parce que aujourd'hui, je vous fais le constat un petit peu, 7e de Ligue 1 avec 19 points, on devrait être en termes d'expected points à 17 points, c'est-à-dire 2 points de moins, et 12e de Ligue 1. Donc c'est pas bon du tout. On est la 5e pire défense de Ligue 1 avec 21 buts encaissés. Et selon les expected goals concédés, on est la 2e pire défense de Ligue 1 derrière Bordeaux. On aurait dû encaisser évidemment ces 21 buts. Donc au final, malgré les surperformances d'Anthony Lopez, on en est là à avoir encaissé 21 buts. Et c'est quasiment mérité parce que on est vraiment ni en surperformance ni en sous-performance. On est là où on devrait être. Et là, c'est grave. Donc, il y a la trêve qui arrive, peut-être pas au bon moment, c'est sûr, mais il y a une grosse remise en question à faire parce qu'on ne va pas pouvoir jouer comme ça, en défendant haut sur le terrain, c'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, on va être obligé de changer de tactique, défendre plus bas, peut-être jouer en contre, mais arrêter d'être dominateur. On ne peut plus l'être aujourd'hui dominateur, c'est pas possible. Encaisser autant de tirs, mettre autant l'équipe en difficulté défensivement, ce n'est pas possible. Voilà. Soyons extrêmement clairs avec tout ça. Donc c'est à Peter Bosz aujourd'hui de se dire très bien, je vais tout changer. Ah, peut-être qu'il y avait un petit peu d'embellie dans le jeu, etc. Il y a eu quoi comme prestation aboutie? Nice? Peut-être, et encore. Monaco, et encore. PSG et encore. Mais moi, je ne vois pas réellement
un match abouti de A à Z. Donc réveillons-nous. Peter Bosz, c'est à lui aujourd'hui de changer des choses, de se remettre en question, de peut-être changer, peut-être tout changer comme tactique. C'est à lui de le faire. Parce que là, il risque de se mettre en réelle difficulté personnellement et de mettre aussi le club dans la panade. Donc attention à ça. Troisième chose que nous avons apprise, c'est que l'Olympique Lyonnais est sans leader, les amis. Réellement sans leader. L'Olympique Lyonnais est tout simplement en autogestion et on a vu des scènes hier qui étaient inadmissibles et qui montrent à tous les supporters, à tout le monde, que ce qu'on nous a vendu, le groupe est soudé, on n'a jamais vu ça, autant de cohérence, même sous Garcia, sous Genesio, ce n'était pas le cas. Mais quand on voit Boateng hurler sur Dubois, à tort ou à raison, mais les nerfs craquent. Les nerfs craquent. La gestion des émotions, même d'un Boateng qui a une expérience de fou, elle n'est pas là. Alors bien sûr, il y a des faillites individuelles, Dubois, etc. Il n'y a pas de souci. Tous ont été en faillite individuelle. Sauf peut-être Anthony Lopez. Quand on voit cette scène lunaire pour tirer le penalty du 4-1 où on voit Paqueta et Aouar se déchirer le ballon, non mais à un moment donné, il y a une hiérarchie qui est établie. Si Peter Bosz dit c'est Oussama Aouar qui tire le penalty, eh bien c'est Oussama Aouar qui doit le tirer. C'est pas parce que je m'appelle Paqueta que je dois avoir mes stats moi aussi, que je suis le meilleur joueur actuellement du club, etc. C'est une guerre d'ego pour savoir celui qui va mettre son but pour ses stats, pour choper la prime, etc. Je croyais qu'on avait retrouvé du collectif. Que Peter Bosz était capable d'apporter ça. Que Juninho avait déjà dit des choses comme ça, qu'il avait déjà pointé du doigt ces choses-là. Mais on voit très bien que c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune cohésion du tout. C'est-à-dire que quand l'équipe est en train de couler, tout le monde est en train de couler, il n'y a aucun leader, aucun, et pourtant on a recruté du Emerson, du Boateng, du Shaqiri, on n'a aucun joueur qui est capable de dire « Oh, stop ». Même Dubois qui est capitaine, le gars, je me demande ce qu'il fait réellement. De toute façon, on n'a plus d'inside en ce moment. L'année dernière encore, avec Garcia, on avait des insides pour savoir ce qui se passait réellement dans le club. Pendant les matchs, etc., à la mi-temps, là on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète aussi, le fait que nous n'ayons pas de leader et qu'on a l'impression que finalement ces joueurs sont en autogestion. Voilà. Pareil, au moment où il faut parler aux journalistes, eh ben, vous envoyez Maxence Cacrec qui raconte des banalités. Voilà. Je suis inquiet par rapport à ça, les amis. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Pep Genesio, eh bien lui, il a tenu sa revanche. Lui qui avait été tellement malmené par les supporters, d'élite sale gueule manifeste, alors que il n'a pas fait du mauvais boulot quand même, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Ligue Europa, que ce soit en championnat. Moins pire qu'aujourd'hui en tout cas, et il a transcendé cette équipe de Rennes, réellement. Il y avait des principes de jeu, il y avait un pressing de malade, il y avait de l'envie, il y avait de l'enthousiasme, il y avait tout ce dont vous avez besoin dans le football pour faire quelque chose. C'est ça qu'il a réussi à créer, un collectif. L'envie de se surpasser, l'envie de se faire une performance. C'est beau ce qu'il a fait. Et voilà, il a dit, effectivement, pendant 3 ans et demi, j'ai été mis au pilori, injustement, et j'espère que certaines personnes vont se rendre compte de leurs bêtises, qui vont aussi faire une auto-analyse. Il a complètement raison. Il n'a pas voulu enfoncer l'Olympique Lyonnais. Il a dit que, bien sûr, il y avait des gens qui avaient été formidables dans la tempête, qu'il avait toujours soutenu. Mais aujourd'hui, voilà, Bruno Genesio, on se rend compte de quelque chose, c'est que l'expérience aujourd'hui, ce qu'il a humainement aussi, sa vision du football est bonne. Est bonne. Voilà, tout simplement. Donc, on a eu sa tête, les réseaux sociaux ont eu sa tête, et je suis complètement d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, voilà, rien que déjà sur ce match-là, il y a une revanche. Il y a une revanche qui a été prise, et sincèrement, voilà, c'est beau pour lui. C'est quelque chose, je pense, qu'il prend à cœur. Il y a aussi peut-être une revanche pour Florian Maurice aussi. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'il faut retenir. Et puis la cinquième et dernier point que j'aimerais mettre en avant, c'est Anthony Lopez. Quel début de saison! Heureusement qu'il est là hier. Sinon c'est 8-0. 8-0. Alors bien sûr on peut dire, ah bah au pied, ouais, c'est pas ça. Au pied, c'est pas ça. Ah bah, oui, mais il dit quelque chose de travail. Il dit, mais ça dépend aussi de ce que j'ai devant moi.
comment bougent les mecs. Mais il a raison. Puis, je suis désolé, il sauve l'équipe, il fait je ne sais combien d'arrêts en quelques minutes, et on lui demande, bien sûr, de très bien relancer au pied. Ah bah oui, déjà que mentalement, tu es obligé de te dire que tu tiens cette équipe à bout de bras, mais il faudra encore que tu gardes la concentration pour pouvoir bien orienter le jeu. Arrêtons de déconner, il peut le faire que si l'équipe subit moins. Donc aujourd'hui, Anthony Lopez, il a droit à toutes les louanges, toutes les excuses du monde par rapport aux horreurs aussi qu'on a entendues la saison dernière. Il doit avoir les excuses aussi de Peter Bosz qui cherchait à recruter André Onana, ce mercenaire. Voilà. Satisfaisons-nous d'avoir un gardien de cette trempe, de ce niveau-là, cette saison, qui est un fidèle du club, un fidèle parmi les fidèles. Voilà, lui qui disait dans une interview, et malheureusement pour lui, il dit je crois qu'aujourd'hui on a retrouvé une sérénité par rapport à notre jeu, par rapport aux supporters. Ils peuvent aujourd'hui rien nous reprocher, les supporters, hormis quelques résultats. Bah, si ça fait partie de ces résultats-là, ça fait quand même beaucoup. Mais en tout cas, Anthony Lopez, même sur une jambe, parce qu'il n'était pas bien en deuxième mi-temps, il a réussi à faire un match fantastique. Et ce n'est pas le premier. Il aligne des énormes performances. Il est clairement en surperformance, lui, pour le coup. Mais pour l'instant, je dirais, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est comme Paqueta à un moment donné. C'est ces deux joueurs-là, Lopez et Paqueta, qui cachent vraiment ce qui aurait pu être une horreur et un cataclysme encore pire pour l'Olympique lyonnais. Voilà, les amis, ce que je voulais dire. Voilà mes 5 points. N'hésitez pas, les amis, à commenter, à dire si vous êtes d'accord ou non avec moi. J'attends vos commentaires nombreux. Merci en tout cas de nous suivre de plus en plus nombreux. Et je vous fais des gros bisous. Et s'il y a de l'actualité ou des choses vraiment qui se passent, même pendant cette trêve internationale, vous aurez évidemment des vidéos. Allez, gros bisous à tous, les amis. Gardez la foi et allez l'OL.